Voilà, je vous l'annonçais en début d'édition, notre invité de ce soir pour décortiquer l'actualité au Niger, c'est le professeur Vigile Aïe. Il est expert en intelligence stratégique. Nous allons le recevoir juste après ceci. Il est déjà en plateau avec moi, le professeur Vigile Aïe. Professeur, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Coup d'État consommé au Niger. Mohamed Bazoum a été balayé par les militaires de la garde présidentielle ce mercredi 26 juillet 2023. C'était à la faveur d'un coup d'État militaire annoncé comme une rumeur dans la journée. L'information a été confirmée tard dans la nuit par un groupe de militaires réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à l'antenne de la télévision publique nigérienne. Alors, ma première question que je m'adresse à vous, professeur, c'est que le putsch militaire survenu hier au Niger, est-ce que vous, en tant qu'analyste, est-ce que c'était prévisible selon vous? Ah oui, merci. Putsch prévisible, c'est depuis cet espace, il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de mars, que nous avions évoqué la question avec M. Charbel Ayou et l'équipe du groupe de presse La Gazette du Golfe. Et nous avions dit qu'en un semestre, il fallait s'attendre à beaucoup de choses au Niger. Parce qu'il y avait d'abord eu des indicateurs de l'opinion publique et surtout des investigations d'opinion au sein des forces armées nigériennes où les forces de l'OTAN sont passées par les unités françaises qui stationnent au Niger pour se rendre à l'évidence qu'environ 85% des hommes en tenue du Niger étaient hostiles à un déploiement des forces françaises, d'une part, mais également d'opérations à partir du Niger contre le Burkina Faso et le Mali. Deuxième chose, c'est la visite de l'ancien chef d'état-major des forces armées nigériennes à Ouagadougou et puis au Mali. Les échanges qui se sont intensifiés, suite auxquels il y a eu la mise à l'écart de celui-là qui aujourd'hui se retrouve aux avant-postes de cette manœuvre de putsch, ce qu'on pourrait appeler un putsch, qui en est un d'ailleurs. Et donc, il faut pouvoir être suffisamment irréaliste pour se rendre compte de ce que ça ne devrait pas arriver. Et ça devrait même arriver presque de manière synchrone avec le Burkina Faso, le dernier putsch du Burkina Faso, parce que actuellement nous assistons à une dynamique quasi égale, quasi homogène dans les réflexions au niveau des populations du Sahel, un manque de réalisme couplé à une francophobie et à une recherche effrénée d'une sorte de justice. Et cette justice, aujourd'hui, pose un véritable problème. Le coup d'État dont on parle n'est que le révélateur de la situation réelle de pourriture dans laquelle sont en train de s'enliser certains pays africains. Et on est surpris, étonné comment dirais-je, des émotions et après de toutes sortes de commentaires, de supputations, et on n'est pas loin de voir envisager peut-être un débarquement à Niamey des forces peut-être de la CEDEAO. Je pourrais vous dire que ça va être une débâcle, mémorable, parce qu'à l'instant, nous tenons des chiffres venant également du moral des troupes et de l'expression au sein des forces armées fédérales du Nigeria, qui, pour un aéra même, ne serait prêt à aller en terre nigérienne, faire la moindre opération, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a moins de 2 semaines, ces forces nigérianes de la République fédérale du Nigeria ont été éprouvées par une réapparition violente de Boko Haram
dans le nord. Je voudrais également dire que le problème est plus complexe et plus compliqué que celui auquel nous nous accrochons. Le coup d'État est en train de déplacer un problème. Et ce sera une énième fois que nous mettrons l'alerte. Je crois que sur le plan régional, je ne dirais pas sur le plan africain, sur le plan régional, nous nous amusons à nous aveugler. Le Niger est une poudrière et quand ça va prendre, ça va être désolant. Le Niger est avec beaucoup de problèmes. Pour l'instant, le populisme va permettre d'apaiser les gens, mais n'oublions pas que le Niger, c'est entre 800 et 1500 jeunes qui sont envoyés pour le djihad au sein des forces extrémistes, les forces de l'extrémisme violent qui sont en train donc de mettre à feu et à sang le Sahel. Deuxième chose, c'est que le Niger n'est pas guéri de tout ce qu'il y a eu comme montage lors des dernières élections présidentielles qui ont amené le président Bazoum malheureusement au pouvoir et qui, ce président Bazoum, se retrouve un peu comme un outil instrumentalisé par une classe politique nigérienne corrompue. Le président Bazoum n'a jamais eu la main. Et je voudrais peut-être vous surprendre. Ses prédécesseurs ne seraient pas étrangers à cette situation parce qu'il a été fragilisé depuis qu'il avait voulu remanier sa garde d'une part et secondo, lorsqu'il s'est agi de s'attaquer à la fameuse affaire, le scandale des 76 milliards dans les marchés de l'armement. Une partie des sous n'est jamais venue, 3/4 des sous. Une partie des équipements s'est volatilisée. Des officiers corrompus qui gravitent autour des cercles du pouvoir. Et donc, autant de choses qui font que le réalisme apparaissait de temps en temps au niveau du président Bazoum, mais qui n'avait pas réellement les moyens de réagir. Sur le plan de la gouvernance, lorsqu'on l'observe, il n'a pas pu mettre ses empreintes depuis qu'il est arrivé parce qu'on voit toujours celui-ci comme étant l'ombre de son prédécesseur. Et d'ailleurs, l'ancien président a gardé la main très présente sur la garde républicaine, mais également sur le trésor minier du pays, à travers la présence de son fils au gouvernement. Pour la petite histoire, il y a 1 mois et demi, une mission vers le Niger, une mission de prospection économique, s'est révélée improductive, négative, parce que le nombre d'intermédiaires auxquels il fallait remettre de l'argent pour accéder à la présidence de la République du Niger, c'était intolérable, inacceptable, avec dans tout ce folklore des proches de la famille de l'ancien président. Il faut également mentionner le fait de nous-mêmes, Africains. Nous pensons tout le temps que c'est l'Occident qui a sa main derrière. Il n'en est pas question. Aujourd'hui, le Niger, avec une population appauvrie, des milliardaires sortis de nulle part, les jeunes au chômage, un chômage grandissant, un chômage effrayant pour lequel tout le monde fait semblant de ne rien dire et au contraire on utilise les artifices de l'Organisation internationale du travail pour se dire que ceux-là aussi sont en sous-emploi. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, le Niger, c'est la fourniture aux effectifs terroristes, aux groupes armés terroristes, tous les mois de près du millier de combattants. C'est très important. Et quand vous aurez ces gens à la maison complètement fatigués, au-delà du trafic de stupéfiants qui monte en force dans le Sahel, vous aurez inévitablement des soulèvements. Et vous avez vu, d'aucuns diront après qu'avec quelques jetons et quelques sandwichs, on les a mis dans la rue.
Aujourd'hui, c'était près de 10 000 personnes. Et si les forces de sécurité n'avaient pas endigué la situation, il y en aurait eu 20 000, 50 000 désœuvrements. Merci, Oui. professeur, de faire relever quand même ces quelques signes annonciateurs. Je rappelle que vous faites partie de ceux qui avaient vu un peu tôt la chose venir. Vous l'avez annoncé sur l'un des plateaux lors d'une émission ici sur Gulf TV Africa. Alors, aujourd'hui, à quoi peut-on s'attendre après ce putsch consommé? Alors, tout n'est pas joué encore. Il y a une inconnue pour l'instant. Le patron de la garde présidentielle a disparu des radars. Et des informations feraient état de son assassinat. Reste à vérifier. Vraiment, on souhaite que ce ne soit pas vrai. Ce ne soit pas vrai. Que ce ne soit pas vrai. Il y a une série de règlements de compte qui inévitablement vont se mettre en place. On apprend déjà on a reçu l'information selon laquelle des anciens dirigeants, membres du gouvernement et officiers impliqués dans les différents scandales, justement, appelés à venir faire des dépositions. Donc ça va très vite. Il y a également les deux autres informations de la journée, à 6h30, 6h20, 6h30, deux navettes des troupes des forces françaises qui ont débarqué et qui apparemment auraient à leur bord des forces spéciales embarquées en Côte d'Ivoire à Abidjan, je crois ceux du 43e BIMA, et à partir de Lomé. Est-ce pour protéger les citoyens européens ou français en cas de débordement ou est-ce pour une intervention? Je voudrais vous dire simplement une chose qui commence de plus en plus à se préciser, une tentative d'assaut sur le palais ou pour déposer ou neutraliser les putschistes sera très sanglante. On ne sera pas loin des forces américaines en Somalie. Je le dis en connaissance de cause parce qu'actuellement, les Nigériens sont en train de se préparer à la chose. On a eu le temps de réaliser, de réveiller en eux un irrédentisme et un nationalisme peut-être complètement aveugle. Et la situation n'est même pas bonne pour les ressortissants des pays qui seraient impliqués dans une éventuelle attaque ou des invectives contre le nouveau régime. Ça permet de déstresser, ça permet aux Nigériens de voir d'un peu plus près, mais nous pensons que la situation n'est pas encore complètement réglée parce qu'il y aura la véritable question des dispatching de postes. Et vous savez que chez eux, les équilibres régionaux, les équilibres au niveau des unités militaires de base, la présence au sein du gouvernement est une chose qu'on ne discute pas et c'était un peu ce qui avait fait le malheur de feu Ibrahim Baré Maïna Sara. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. La situation, les négociations pourraient permettre d'accélérer la mise en sûreté plus sécurisante du président Bazoum. Ils ne le feront pas sortir du pays. Ils ont tiré suffisamment de leçons depuis le putsch avorté du général Djendjéré, où toutes les promesses n'ont fait que l'enfoncer. Je puis vous dire que ceux qui ont fait le coup de Niamey seraient prêts à exécuter leurs victimes, hein, si vous voulez qu'on parle ainsi, quitte à se livrer après que de les laisser. Et vous voyez le cas de la Guinée où le président Condé en fait voir de toutes les couleurs au régime de Conakry. Voilà, quand on est militaire, il y a des choses dans la tête et il y a une confusion qui se fait dans l'opinion aussi aujourd'hui où on dit ils ont nos armes, ils n'ont pas le droit de s'exprimer avec nos armes. Mais lorsque c'est des civils au pouvoir qui font commanditer en utilisant et les moyens financiers et les moyens en équipement militaire, et c'est ce qui est arrivé au Niger. Le problème du Niger est fondamental et prions
pour que là-bas, il n'y ait pas une dégénérescence complète du système. Vous voyez qu'ils ont demandé la dissolution des partis politiques. C'est encore là un autre problème. C'est une insulte à la démocratie et tout ce qui s'est passé ces 4 dernières années au Niger. Je pense, hein, ça m'engage, je sais que beaucoup de gens dont les intérêts sont en jeu ne seraient pas de mon avis, mais malheureusement en Afrique, on fait dans du sentiment, dans l'intérêt, et on ne fait pas suffisamment de prospective. Je puis vous dire aujourd'hui que ceux qui engageraient leur pays dans un affrontement pour déloger les militaires du Niger feront embraser la sous-région parce que c'est une question maintenant de coalition. Ouagadougou, Bamako et Conakry savaient bien qu'une situation se préparait en ce deuxième semestre de l'année 2023. Professeur, la CEDEAO a délégué des gens dont fait partie le président béninois Patrice Talon pour aller jouer une sorte de médiation, si je peux m'exprimer ainsi, afin de calmer la tension dans ce pays. Comment trouvez-vous cette mission complexe? Alors, c'est vrai qu'au-delà de l'irresponsabilité de nos institutions régionales, qui laissent couver le danger, qui laissent couver la pagaille, et qui, subitement, à l'instar de certaines organisations internationales, se découvrent une vertu pour donner la morale et la leçon, je pense quand même que c'est judicieux, c'est conforme à nos traditions. Quand la maison de ton voisin brûle, de ton frère brûle, il faut s'y rendre. Le président Bazoum a été à Cotonou il n'y a pas si longtemps, et je crois qu'il est revenu une seconde fois. Et il est de bon ton qu'une délégation puisse y aller. Et le président Talon, actuellement, au sein de la CEDEAO et de l'UEMOA, répond le plus aux différents critères. Vous ne pouvez pas envoyer le Sénégalais, vous ne pouvez pas envoyer le Nigérian qui vient d'arriver, c'est un problème également de langage. Et j'attire votre attention sur la chose suivante. Le Bamako, donc le colonel Goïta, le président burkinabé, sont quasiment des gens qui avaient voulu copier, et d'ailleurs la Guinée également, copier presque intégralement la constitution béninoise dans laquelle on avait suffisamment de ressorts pour renouveler la classe politique. Parce que le piège dans ces coups d'État et dans ces élections qu'on nous demande de faire immédiatement, c'est de permettre à ceux qui avaient pendant 20 ans, 30 ans engrangé des trésors, de se représenter tout de suite en corrompant la population et en s'y mettant. Et ce que les autres disent, c'est qu'il faille mettre de côté ceux qui, pendant longtemps, qu'ils aillent à la retraite. Et c'est un peu ce qui a fasciné les autres. Et je puis vous dire qu'au sein de la même tendance au niveau des forces armées ou des populations ou des partis politiques du Niger, l'aura du président Talon, qui bien sûr ira forcément en diplomate, parce que je ne le vois pas hausser le ton comme le président Tinubu, qui sait lui-même que ça ne se fait pas comme ça ne se passe pas de la sorte. Et donc je pense que le président, la délégation de haut niveau de la CEDEAO sera pour limiter les dégâts. C'est très important également pour le moral de ceux qui ont été arrêtés, mais également que les chefs d'État africains qui remplissent leur mission et qui un jour diront non aux donneurs d'ordre qui sont outre-Atlantique, qu'ils sachent qu'à des moments donnés, dans des difficultés, parce que ce ne seront pas que ceux qui gèrent mal, ceux qui ont des gouvernances difficiles, qui seront débarqués. Ne nous en faisons pas. L'Occident a faussé les jeux. Et puis, vous avez vu, pendant que ça chauffait à Dakar, un illustre proche du président Macron évoquait et agitait l'éventualité d'un troisième mandat du président Macron et osait jusqu'à opiner sur avec une délicatesse, je vous en prie, sur le fait que le président Macky Sall pouvait, pour des raisons X ou Y,
Donc une implication, une ingérence maladroite, arrogante dans les affaires du continent, je pense qu'il est vraiment temps que nous arrêtions de leur donner la paternité de nos malheurs, mais que nous prenions conscience et que nous les mettions à côté. Pendant toutes ces dernières années, enfin ces 2 dernières années, je n'ai jamais vu autant d'opérateurs occidentaux dans les pays même au Burkina, au Mali, chercheurs de marché, ils nous ont envahis. Et avec ça, vous voulez créer la richesse où aucun des pays aujourd'hui ne peut justifier de sa croissance sans s'appuyer sur ceux-là qui arrivent, dont on parle d'investisseurs. Mais je donne encore 1 an, que Dieu nous prête vie. Ça risque d'être de vrais parasites qui viennent gangréner nos économies et que nous puissions donc prendre cela très au sérieux. Il faut développer, c'est ça le cas du Nigeria. Il faut qu'on fasse nos milliardaires, il faut qu'on fasse nos bâtisseurs, il faut qu'on fasse nos chefs d'entreprise. Moi, je suis fondamentalement contre cet envahissement dans nos pays au motif qu'ils apportent la technologie, donc de tout ce qui arrive là. C'est source d'une... c'est l'impérialisme, hein, mais je ne voudrais pas aller aussi fort. C'est source d'instabilité notoire parce que dès que leurs intérêts seraient en jeu, vous verrez que tout partirait. Malheureusement, nous avons des dirigeants qui pactisent avec eux, managent avec eux, les introduisent dans des capitaux. Malheureusement aussi, ce sont ceux-là qui suppriment la vie à nos leaders parce que dans des parties amicales, on leur glisse ce qu'il ne faut pas. Professeur Vigilayi, une dernière question avant de vous laisser partir. Aujourd'hui, jeudi, nous avons vu à Niamey et dans tout le Niger d'ailleurs, des centaines de milliers de manifestants qui ont soutenu les militaires putschistes. Pour ces manifestants, c'est la fin d'une période sombre et le début d'une ère démocratique. Alors, quel message les putschistes envoient-ils à l'impérialisme occidental dans leur première déclaration, selon vous? Alors, je ne suis pas très sûr que ce soit la fin du marathon. Je ne suis pas sûr que ce soit le début de la démocratie. J'ai assisté à la fin des années 90 à cette euphorie dans tous les pays. C'est également quand même une manifestation de colère parce que le président Mohamed Bazoum fait partie de ces présidents qu'on voyait un peu trop du côté de la France. Absolument. Alors, l'histoire est têtue. J'ai vu passer aussi sur les réseaux sociaux des meetings, des mouvements pendant lesquels le président Bazoum, à l'époque acteur politique, applaudissait et menait les troupes à la chute du président Tandja, paix à son âme. Et donc, c'est une répétition. Faisons en sorte que les répétitions ne soient pas aussi douloureuses, aussi abétissantes et aussi humiliantes, retardantes pour le continent. Je pense qu'à partir de cet instant, il faut que les gens tirent des leçons, qu'effectivement des gens soient définitivement mis à la touche, parce que bientôt vous allez entendre dire la communauté internationale demande dans 2 jours, dans 3 jours, à ce qu'il y ait de nouvelles élections. Et c'est là où tout se complique, ce sera du rebelote. Je pense donc que la question n'est pas là où il faille mettre des gens en prison, mais il faut trouver d'abord où sont passés les 60 et quelques milliards, et puis ensuite les armes qui ont disparu. Et quand il y aura de bonnes réprimandes saines, tenant compte des droits humains, je pense que les gens, pour faire ce qui s'est fait, regardez un peu le cas de l'ancien Premier ministre opposant qu'on a traité, dont on a envoyé en prison l'épouse au motif de trafic d'enfants. C'était vraiment, quand on se retrouve à l'étranger et que la presse internationale commente, on retourne à notre état bestial et ce n'est pas du tout honorant pour nous. Je pense que ces incidents devraient pouvoir faire réfléchir les uns et les autres. C'est aussi ça la politique. C'est aussi ça la politique. Et puis, vous verrez, c'est le moment pour certains de s'enrichir parce que les consultants occidentaux qui sont très nombreux maintenant et qui fourmillent dans nos palais
vont proposer des mesures et demander des financements pour débarquer ou pour affaiblir la dynamique de Niamey. Et là, il faut faire attention pour que le reste de nos petites économies ne se retrouve pas aux mains de gangsters. Aujourd'hui, c'est la tendance. Merci. Merci à vous, professeur Vigile Ayi. Merci de votre intervention aussi enrichissante. Vous restez avec nous sur le plateau. Nous poursuivons cette édition avec d'autres informations à partager avec vous. Audience au cabinet du président de la Cour constitutionnelle, le professeur Kossi Dorothée Sosa a reçu ce mercredi 26 juillet le représentant résident de la Banque mondiale au Bénin, M. Nestor Kofi, pour une visite de courtoisie et de prise de contact. Le président de la Cour constitutionnelle a partagé sa vision du développement économique et social avec le nouveau représentant